Comment un seul arbre peut-il avoir plusieurs vies? Eh bien, il se trouve que les arbres que j'aime bien sont tout à fait dans cette perspective, parce que ce sont des centrales à production renouvelable, durable, des centrales à biodiversité. But as we began to live in communities, we started to organize nature. Back-breaking work was needed to create harvests of annual crops. Agriculture became the central activity on the planet, and its surpluses allowed cities to grow, spawning the industrial age. The machines moved to the farms, and people moved to the factories. But with ever-growing urban populations, we needed to expand our arable land. This is your shoe holes. You put a plank in here and you hop up on that. Down on there, you put an axe cut in here. You put a shoe there, go around the back, and put a saw cut in for the tree. When he was in his early 20s, Mollison was part of the generation that cleared the forests. Globally, since 1940, we have cleared an area the size of North America. I spent 3 years, I suppose we cut about 6 to 8 houses a day, flooring and framing, siding boards. Slowly, one day I asked at lunchtime, did any of us own a house? And none of us did. And it occurred to me then that some of us were killing things for the rest of society, and I wondered who was it? Who wasn't building their own houses? And I decided never to cut a tree down unless I needed to cut a tree down. And I haven't ever needed to cut a tree down, so. Parce que ce sont des centrales à production renouvelable, durable, des centrales à biodiversité. J'aime bien le mot trogne parce que c'est vraiment et l'homme et l'arbre, la trogne humaine et la trogne de l'arbre. Là, ce qu'on va regarder, en fait, c'est une capacité extraordinaire qu'ont notamment les arbres feuillus, mais pas seulement, de remplacer des houppiers qui ont été perturbés pour diverses raisons qu'on va voir juste après, et grâce à des bourgeons latents, dormants, adventifs, de refaire des rameaux, des branches, des feuilles, de la photosynthèse, et aussi cette capacité de refaire des bourrelets de recouvrement. Ça, c'est également très important, puisque ces arbres sont capables de refaire des troncs en totalité. Alors, si on revient à des temps lointains, à quelques millions d'années, quand nos feuillus sont arrivés, ils ont été soumis à des contraintes considérables, contraintes physiques avec les crues, les embâcles, la neige, la glace, etc., etc. Des contraintes liées au vent. À gauche, un érable champêtre cassé par le vent qui repart. À droite, des contraintes animales aussi. Ici, c'est le castor qui invente le peuplier noir tétard, la trogne de peuplier noir. Ça, c'est une capacité que vous connaissez tous avec le taillis forestier, où on coupe les arbres au ras du sol et ça repousse. Donc, c'est la forêt au ras du sol, mais qui a beaucoup d'inconvénients, puisque cette forêt-là, eh bien, elle est sous la présence de pression animale forte, elle est broutée, et en présence d'animaux domestiques, d'animaux d'élevage en forte densité, cette forêt-là disparaît. Là, on a cette forêt sur taillis, il n'y a pas d'animaux qui pâturent, donc il n'y a pas de problème, ou peut-être quelques chevreuils. Et donc l'homme invente cette forêt aérienne, ce taillis suspendu, qu'on a aussi appelé prairie aérienne. Et on va voir que c'est une invention, que je considère comme une des plus importantes de l'évolution de l'agriculture. Alors on comprend très bien quand on voit des bovins en présence des animaux. Donc vous voyez ici à gauche une trogne de charme. On a mis une clôture non seulement pour empêcher la vache de sortir, mais pour éviter qu'elle ne broute tout ce qui va repousser. Et tout le côté de la trogne, côté champ, vous voyez, était brouté, excepté à ce niveau-là. Ici, les cépées ont été broutés également côté du champ. Et vous voyez ici la hauteur, ce sont aussi les vergers normands qui sont greffés suffisamment haut pour pas que les repousses, les greffes soient mangées.
Donc c'est le taillis aérien compatible ici avec l'élevage bovin. Ça change tout par rapport à une CP, c'est que cet arbre, à chaque fois qu'il va repousser, bénéficie des réserves présentes dans le tronc, et on va voir que ça génère aussi tout un tas d'autres conséquences. Alors probablement que ce type de création s'est d'abord fait sur une végétation spontanée et sous forme forestière, de forêts de prébois pâturés. Ici, c'est en Saône-et-Loire, une forêt de trogne de charme. Ici, plus connue et plus spectaculaire, les forêts de têtards du Pays Basque. Ici, on est à l'étage où il y a plus de chênes pédonculés, taillés en chandelier, enfin en pied de marmite. Ces forêts qui sont à cheval sur la frontière espagnole et française, créées par les ducs de Navarre au XVIe siècle, étaient d'abord destinées à faire du charbon de bois pour la sidérurgie. Et puis il y avait tout un tas d'autres usages, puisque production de glands, récolte de la fougère, pâturage, et aussi pièces pour la marine. Sans compter bien sûr les fagots, mais enfin ça c'est systématique pour tous ces arbres. Alors des forêts similaires ici en Espagne, avec des hêtres, vous voyez, ça donne des arbres complètement invraisemblables. Et la même chose ici en Angleterre, les forêts périurbaines de Londres, destinées aussi surtout au charbon de bois et aussi au bois de marine, les Basques et les Anglais étant des marins. Le bois courbe était un bois extrêmement important pour la marine. Et en haut à gauche, ce sont des peupliers noirs au sud de l'Aragon en Espagne, aussi un boisement plutôt en ripisylve, un peu sèche même parfois, destiné à l'habitat. Tout l'habitat de la région est construit avec les rejets très droits de ces peupliers noirs, les solives, les poutres, les chevrons. Ça donne un habitat, des charpentes étonnantes. Et ces arbres étaient taillés tous les 12-15 ans. Et en plus, il y avait aussi des usages, bien sûr, de fourrage, de bois à énergie et de menuiserie et bénisterie. Ici, c'est du chêne vert. On va faire maintenant un petit tour aussi de quelques essences et montrer les capacités de production et d'évolution morphologique de ces arbres. Chêne vert ici, dans les DSA espagnols, qui sont taillés uniquement sur la partie centrale pour les faire s'étendre en parasol pour protéger de l'impact du soleil et maintenir une humidité, une ambiance humide sur les parcelles. Ça, c'est assez fabuleux. Ça couvre 2 millions d'hectares, je crois, en Espagne. On a aussi la même chose au Portugal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le chêne vert, là, c'est en Espagne, en haut à gauche également, a aussi été taillé en trogne stricte, c'est-à-dire que du persistant peut être taillé en totalité pour repartir et refaire ses rameaux. Alors là, je vous ai mis des formes classiques de base, ce qu'on appelle là le tétard, où on valorise la production sommitale et hauteur suffisante pour pas que ce soit brouté par les animaux. Ici, sur le charme, on voit que ça peut repousser tout le long du tronc quand il n'y a pas d'animaux qui viennent brouter. Et à droite, c'est une valorisation beaucoup plus sur la totalité du tronc de l'arbre, qui va être valorisé pour une production maximale de bois de fagot pour l'énergie, parce qu'il y a une époque, le baril de pétrole renouvelable, c'était le fagot utilisé pour, bien sûr, cuire les aliments, le pain, mais tout l'artisanat ou la petite industrie, ça allait les fours à plate, les fours à briques, les fours à chaud, les potiers, etc., etc. C'était des centaines et des centaines de millions de fagots tous les ans qui étaient fabriqués, entassés, convoyés, vendus sur les places publiques. Et c'était même un complément d'économie pour les paysans qui n'avaient pas beaucoup d'autres possibilités d'avoir de la monnaie sonnante et peut-être trébuchante. Alors évidemment, une position de ces trognes qu'on connaît beaucoup plus, c'est dans les bocages, avec en haut les Deux-Sèvres, à droite en haut la Bretagne, le pays de Rennes avec ses ragos, mais ce type d'émonde, on le trouve partout en France. En bas à gauche, ce sont des frênes en Anjou. En bas à droite, c'est dans le Perche sartois.
Et on voit par la proximité de ces arbres un potentiel de production extraordinaire, puisque des trognes en France, il devait y avoir, je sais pas, des centaines de millions. À l'échelle de l'Europe, c'est colossal. Et quand on sait que chacune est différente, chacune, on en va en parler un petit peu, a un potentiel d'accueil et de renouvellement au niveau de la biodiversité, on comprend pourquoi, avec la disparition de ces arbres, il y a un grand nombre d'espèces animales aussi qui disparaissent. Ici, ce sont deux vestiges qui ont été retrouvés dans les vases de rivières, à gauche en Angleterre, dans le lit de la Trent, daté au carbone 14, 3400 ans. C'est-à-dire à 3400 ans, peut-être 3500 ans, parce que celle-là, elle a peut-être déjà une centaine d'années, on faisait déjà des trognes. Et à droite, il y a 1800 ans, on faisait déjà des émondes. C'est dans le lit de la Meuse en Belgique. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment faire des trognes, parce qu'il y a vraiment urgence. Alors, quand on fait une trogne, on fait un piquet. Et vous voyez, au mois d'avril, là, 2009, ça commence à repousser de toutes parts le long du tronc. Alors, ce qu'on fait quand il n'y a pas d'animaux qui s'en chargent, on enlève à la main, suite aux repousses printanières, les repousses latérales. Et voilà l'expression de la première année, au mois de décembre, de ce premier petit taillis aérien. 3 ans après, le chêne est couvert de glands. Et donc je l'ai retaillé, j'ai fait un fagot avec, que j'ai broyé avec mon petit broyeur, et le voilà. Et on voit déjà que dans ce taillis, s'est opéré une sélection, il y a des brins qui sont morts, il y en a qui ont dominé les autres. Et une des explications des formes particulières de certaines trognes, c'est qu'il y a un des rejets avait dominé un peu les autres. Donc là, j'ai choisi de garder cette dominance. Et vous voyez, ça repousse au mois d'avril de cette année. Vous voyez, 3 ans après, voilà ce qui se passe. Et on voit bien aussi les premiers bourrelets de recouvrement qui se développent, qui font grossir. L'arbre commence à se prendre la tête, quoi. Et si on imagine ce qui peut se passer par la suite, 150 ans après, on a un nouvel arbre, le tronc qui vieillit, et vous voyez le houppier qui se renouvelle. On continue de 150 ans, on a l'arbre qui a plusieurs vies à chaque fois, qui refait sa jeunesse à chaque fois qu'on le taille. Et si on descend un peu plus dans le temps, ici, on peut imaginer que ça puisse durer. Le problème, ce n'est pas tant l'arbre, c'est la fidélité des hommes à le tailler régulièrement et à un cycle respectueux. On verra ce que ça peut être après. 1300 ans, c'est la plus vieille trogne que j'ai pu voir. C'est dans le parc de Windsor, en Angleterre. Chez les arbres, souvent, la marcescence, c'est un signe de jeunesse, puisque quand ils vieillissent, cette marcescence a tendance à s'estomper, à disparaître. Et là, c'est intéressant. On voit sur un chêne qui était à un moment dans une haie, vous voyez que la marcescence correspond aussi au niveau de la trogne. Et ça, c'est pas inintéressant de voir, et ce serait vraiment intéressant de faire de la recherche là-dessus. Finalement, certains arbres sont vraiment faits pour être trognés, à mon avis. À gauche, une jeune trogne de charme. On voit que les repousses latérales, là, on les a pas enlevées à la main, ce sont les moutons qui s'en sont chargés. Et à droite, ce que ça peut devenir quand on a de l'argent à gaspiller, vous voyez, en ville, voilà, c'est ce qu'on voit. Et dans le monde paysan, bien sûr, on ne voit jamais ça, puisque là, le but, c'est vraiment la production et la production renouvelable. Et le charme, il peut prendre plein de formes, mais souvent, il fait des formes en corniche, comme ça, très caractéristiques, assez extraordinaires, avec ce tronc musculeux, là, complètement invraisemblable. Ce sont vraiment des sculptures. Et ça fait... Alors, le charme, ça peut faire des arbres énormes également, puisque le fait de tailler l'arbre, paradoxalement, avec des cycles de taille réguliers, je le rappelle, ça prolonge sa durée de vie. En Loir-et-Cher, il existe un charme qui fait 8 mètres de circonférence. Alors, chez l'érable champêtre, on va voir que ça fonctionne tout pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que les bovins broutent le feuillage, viennent se mettre à l'ombre, comme on l'a vu tout à l'heure, et en plus viennent se frotter le long du tronc.
Donc on comprend bien cette fonction ici, ces multiples fonctions de l'arbre, sans compter bien sûr le bois que l'on va tailler, cueillir, finalement comme une cueillette fruitière. Ces arbres-là, quand il n'y en a plus beaucoup dans les champs, sont soumis à un risque, c'est un surpiétinement, notamment en période humide, avec nécrose des systèmes racinaires fins, et puis accumulation de matière organique en excès, et si bien que ça peut être une raison de la disparition de ces trognes dans certaines pâtures. Alors l'érable champêtre, ce qui est intéressant, c'est que par expérience, on a fait des expériences, aperçu ici, c'est un érable champêtre taillé, c'était un spontané dans une haie, au bout de 70 ans. Et ça repart d'une manière remarquable, ce qui n'est pas le cas chez le chêne, par exemple, ce qui est un des problèmes aujourd'hui des vieilles trognes de chêne. Donc sur l'érable champêtre, on peut y aller. Il y a une capacité de résilience des bourgeons qui est étonnante. Et en voici ici une très âgée. Alors le frêne, cher à notre ami Alain, jeune trogne de frêne. Alors, chose à remarquer, avant que ces arbres ne fassent des cavités, qu'ils font beaucoup plus vite que des arbres qui évoluent sans être taillés, le petit plateau qui est créé par l'étrognage favorise très vite un nid d'une tourterelle, d'un pigeon, d'un geai, d'une fauvette, etc., qu'on trouve très souvent, justement, qui se met sur cette assiette, qui est protégée par les... Ici, c'est un nid de pigeon qui n'était visible qu'avec la disparition des feuilles du frêne. On va voir ces arbres, ils ont plusieurs vies, mais ils sont aussi à géométrie variable. Ici, on est dans le Marais Poitevin, sur ce qu'on appelle des terrets. Les terrets, c'était des îles sur lesquelles on plantait des frênes, où on laissait les accrus de frênes et après on les sélectionnait. Et ces frênes pouvaient avoir une densité de 3000 à l'hectare. C'était des mini-trognes de frênes qu'on taillait souvent en barque, et le bois était véhiculé vers les centres urbains aux alentours du Marais Poitevin. Et puis le jour où on a bouché les fossés en périphérie de ces terrets, qu'on a supprimé les terrets et qu'on les a mis à pâturer, on a procédé à... Alors, ce qu'il faut dire sur ces mini-trognes, c'est qu'on a des pics et pêches qui nichent à 80 cm du sol. On a de la rosalie des Alpes. Enfin, au niveau biodiversité, même à cette hauteur, c'est déjà assez étonnant. Et donc, quand on a mis les bovins dedans, qu'est-ce qu'on a fait? On a conservé un ou deux rejets principaux et on les a surélevés pour qu'ils ne soient pas mangés par les vaches. Donc, ça nous donne ces paysages surprenants. Dans le Marais Poitevin, ou ici à deux têtes, ici à une seule tête, avec un corps étonnant. Et ça, c'est resté le long des terrets qui sont aujourd'hui pâturés ou fauchés. Et puis, chose intéressante, il y a un renouvellement actuellement dans le Marais Poitevin de création de ces trognes. Et il y a des agriculteurs qui continuent à faire même des mini-trognes, parce que c'est vrai que là, c'est fait le long d'un chemin, il n'y a pas de pression herbivore, c'est-à-dire que la trogne, on n'est pas obligé d'aller la faire à 10 mètres de haut. Alors le frêne, c'est un arbre extraordinaire, c'est une prairie, c'est vraiment une prairie aérienne, tellement les animaux en raffolent. À gauche, c'est un frêne fourragé dans l'Hérault, à droite, c'est en Lozère, et c'était en... l'été, je ne sais plus quel été, les arbres ont été taillés en été, et aussitôt que les rameaux ont été mis au sol, les vaches dans la parcelle, les bovins dans la parcelle ont tout brouté le feuillage. Il faut savoir que ces arbres, aussi bien dans les pays de montagne que dans tous les pays du Nord, on en faisait aussi des fagots avec les rameaux, des fagots de fourrage qui étaient mis à sécher et qui étaient donnés en hiver aux animaux pour compenser bien sûr la période d'herbage très très courte. Ici c'est en Norvège et l'étude faite par les Norvégiens au niveau de la productivité des herbages ont montré qu'en présence de ces trognes de frêne et d'autres, puisque là-bas ils utilisent aussi le bouleau, l'alisier blanc, enfin plein d'espèces, plein d'essences fourragères, on s'est rendu compte que la production d'herbage était plus importante en présence de ces arbres qu'en absence. Donc on a triple ou quadruple intérêt à avoir des arbres ici dans les parcelles pâturées ou parcelles fauchées. Alors je reviens dans le Marais Poitevin.
Donc on a les têtards de frêne ou les cosses là, le long du canal. Alors je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Bien sûr, le rôle du système racinaire dans la fixation des berges, mais aussi dans l'abri pour la faune piscicole et toute la faune qui vit dans l'eau. De même que les catiches des lourdes sont souvent sous aussi ces imbrications de racines de frêne. On voit aussi les peupliers, les grands peupliers qui sont en concomitance, et lors des grandes tempêtes, les peupliers sont arrachés, ça fait des chablis, et les frênes, s'ils sont taillés régulièrement, restent en place. L'intérêt de la trogne en bord de rivière, c'est que l'arbre ne risque pas, s'il est taillé régulièrement, de tomber dans l'eau et d'être enlevé par les crues. Et ici, on a une trogne d'aulne. Alors là, c'est un système racinaire complètement fou qui, en plus, a des rôles au niveau biologique de fixation des excès dans l'eau, des excès qu'on peut mettre au niveau de l'agriculture ou des épandages. Donc ça, c'est une possibilité de faire de la trogne d'aulne. J'en ai vu une toujours en Angleterre qui faisait, je ne sais plus, 8-9 mètres de circonférence. Actuellement, jusque-là, on fait de l'agroforesterie avec des arbres dont on cueille les fruits et à un moment donné le bois en les coupant en ras du sol. Eh bien, pourquoi ne pas faire de l'agroforesterie avec des trognes en limitant le houppier et en limitant aussi sa concurrence vis-à-vis du sol avec une production directe sur les parcelles de BRF, par exemple. Le mûrier, ça peut être pour les élevages avicoles. À gauche, on a un tilleul, à droite, un platane. Ici, vous voyez les formes de tilleul très malléables. Et en bas, un tilleul du bocage dans les Deux-Sèvres, dans le bocage, dans les haies, tilleul à petites feuilles. Le platane, que vous connaissez tous, en bas, DCP au ras du sol et en haut, DCP aérienne, avec les cavités inhérentes et les aliments de trogne dans le bocage, ce qui est souvent oublié, et la valorisation en ville, qui s'est peut-être faite au niveau du BRF et du broyage avant qu'elle ne se fasse dans les campagnes. Les trognes fruitières avec l'olivier, la vigne qui est montée sur des trognes d'érable champêtre ou d'autres essences. Ça, c'était dans le Piémont pyrénéen, en Italie, en Espagne, etc. La trogne d'osier dans le vignoble. Les trognes fruitières avec le poirier, la lisier terminale, le châtaignier, il y a des boisements de trognes qui existent, avec culture de seigle aussi. Ça se faisait en Sologne, entre autres. Et puis on trouve ça dans plein de pays. Et puis ces trognes qui sont aussi des vestiges de la haie plessée, de la clôture vivante, qui montrent la grande plasticité des arbres. En haut à droite, c'est un hêtre dans les Deux-Sèvres, un vestige de plessage. Et la trogne bois précieux, avec ces aimants du bocage de Normandie et de Bretagne, qui aujourd'hui sont recherchés pour l'habitat et qui, là, sont utilisés comme brise-lames sur le sillon de Saint-Malo. La biodiversité, mais je ne vais pas insister là-dessus, j'en ai parlé. Les ruches sauvages qui sont dans ces arbres de manière systématique, et puis des espèces emblématiques comme le pipe-prune. La valorisation touristique de ces arbres qui commencent à se développer. Il est clair qu'il y a 10 ans, dans le Perche, on n'aurait jamais fait un chemin de trogne en trogne. Acacia fimbriata, which is a very good chicken forage. And this is, it's got a lot of good characteristics. It's cradle area. First of all, it's brittle and it's easy to mulch. And then it also is one of the group of legumes that catches nematodes in its roots. It has 3 little cells like this. A nematode comes through and it strangles them and eats them. All plants are carnivores. They eat you in the end. We think that water is abundant, yet at any one time,
only 3% of the water of the planet is fresh, and almost all of it is trapped in ice. The remainder is being continually moved and purified as the sun drives the water cycle. The forests are the major pumps and collectors of this cycle and trap 3/4 of this precious water. For every 3 inches of this litter, we can absorb 1 inch of rain. So there's a great absorbent carpet on the floor. So basically you can look on the rainforest as a tree system, or you can look on it as a lake. The forest transpires water to the air and rehumidifies that air. It's therefore a cloud generator. And then the forest gives off bacterial colonies to the airstream. And these are the ice nuclei from clouds. So the forest, in every real sense, creates its own rainfall. The forest will create 500 or 600% more rainfall than a non-forested landscape.